À la différence des autres, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire d'un petit village, Corrence, qui est à 15 km de Brignoles, en plein cœur de la Provence verte, qui, en 95-96, a décidé de passer en bio d'un seul coup. Et donc, c'est à peu près une quarantaine de vignerons qui sont passés en bio, de la coopérative et des caves particulières. Et ensuite, il y a eu les maraîchers qui sont passés en bio. Alors pour faire référence à tout à l'heure à un certain nombre de choses, la politique communale a voulu qu'on se batte pour empêcher les viticulteurs de prendre toutes les terres parce que la viticulture bio fonctionne très bien. Et on a, avec la SAFER, travaillé pour faire des restructurations, des échanges, et pour pouvoir dégager des terres agricoles pour installer des maraîchers, notamment, et installer des gens qui produisaient des œufs, des poulets, des fromages de chèvre dans les forêts communales, des plantes aromatiques et médicinales. Et on a beaucoup. Donc, depuis plus de 20 ans maintenant, ce territoire est 100% bio. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a une étude sur la biodiversité qui vient d'être menée par l'Agenda 21, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, nous sommes passés, après cette démarche où tout le monde est passé en bio, donc à partir de 95, je le rappelle, c'était une période où on n'en parlait pas tellement. J'ai été, à l'époque, jeune maire, invité, convoqué par le président de la Chambre d'agriculture qui me disait que je menais ma commune à la ruine, parce qu'on passait tous en bio à l'époque. Et les agriculteurs de mon village, chaque fois qu'ils allaient en réunion d'agriculteurs, étaient traités de fous, de babacool, de sources-sanctutoires attardés, etc. Donc je veux dire, il y avait une très très grosse pression de l'idéologie dominante par ceux qui fusionnent depuis hier, qui agissent jusqu'en bas, avec une idéologie dominante de dire que l'agriculture bio, c'est pas possible, c'est pas possible à grande échelle, c'est pas possible de faire des modèles autour de ça. Et ensuite, nous sommes passés à une deuxième étape qui a été de favoriser l'éco-construction. Donc on a nous-mêmes rénové la mairie en éco-construction, on a construit un centre multigénérationnel et une cantine en bio, et on a aussi mené une politique fiscale importante, aussi bien dans les PLU qu'au niveau fiscal, pour exempter les gens qui faisaient des maisons en éco-construction, qui utilisaient des énergies renouvelables. Les collectivités territoriales ont un certain nombre d'outils qu'elles emploient quasiment jamais, qui est des abattements sur les fonciers bâtis, lorsque les maisons rentrent dans un certain nombre de critères sur les économies d'énergie. Mais c'est des outils qui existent, mais qui sont quasiment employés par aucune collectivité territoriale. Et nous avons passé la cantine bio, la cantine, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à faire un travail autour du bio. Aujourd'hui, la cantine est à peu près à 60% bio. Elle, depuis 5-6 ans, elle propose chaque semaine un repas végétarien, avec un travail très important sur les circuits courts, manger les produits à la bonne période. Et aussi, tous les jours, on pèse ce qu'on jette. Parce que je trouve que c'est un vrai scandale de l'humanité de jeter 30 à 35% des choses dans les cantines locales. Et aujourd'hui, l'objectif qu'on s'est fixé avec les enfants et le corps enseignant et les gens qui ont la responsabilité de la cantine, c'est d'être à moins de 5% de rejets par jour. Donc on a une courbe qui montre chaque jour ce qu'on jette, etc. Et entre des protéines végétales, manger de la viande moins souvent, faire très attention sur les équilibres alimentaires et surtout lutter contre ce qu'on jette, eh bien on arrive à des résultats où le repas de la cantine n'est pas significativement différent des autres. Et en plus, les enfants aiment. Je dis toujours en rigolant que moi, ma grande victoire, c'était aux réunions de parents d'élèves où les mamans m'expliquent que le soir, elles sont obligées de cuisiner maintenant parce que les enfants ont des exigences alimentaires très grandes. Donc, la troisième étape, c'est que j'ai eu la chance d'un certain nombre d'étudiants de l'agro de Montpellier, dirigés par M. Rastoin, Jean-Louis Rastoin, sont venus étudier pour essayer de comprendre, il y a une dizaine d'années, pourquoi le bio avait si bien marché à Corrence au niveau des agriculteurs.
Et ces étudiants, il leur restait un peu de temps, ont enquêté auprès de la population. Il y a 1000 habitants, pour faire court à Correns, pour vous resituer le... Et j'ai été très surpris à cette époque-là de me rendre compte que la population était extrêmement impliquée et avait envie de s'impliquer dans la démarche. Et donc, on a lancé une démarche Agenda 21 par un ancien prof de l'agro, d'ailleurs, qui était un Corrençois, qui a présidé. Et je voulais à tout prix, parce que je m'interroge beaucoup sur les problèmes de la démocratie et comme elle est malade aujourd'hui, et surtout sur les problèmes de la démocratie participative, où c'est le pouvoir en place qui met en place la démocratie participative. Intellectuellement, ça m'a toujours un peu dérangé. Et donc, j'ai essayé on a convenu que l'agenda 21 allait être complètement indépendant de la mairie. Et je ne vais jamais à aucune réunion de l'agenda 21, sauf si je suis invité. Mes conseils municipaux ne peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas avoir, au cours des réunions de l'agenda 21, plus que 10% de la population en réunion qui soit au conseil municipal. Tout ça pour laisser le libre choix et le libre examen de chacun, et chacun joue son rôle dans cette collectivité. Donc, ça a été le premier, et je pense encore le seul agenda 21 en France qui est indépendant de la collectivité territoriale. J'ai été invité à Paris, il y a une madame qui représente d'ailleurs les agendas 21 ici sur le plan administratif. J'étais invité à Paris il n'y a pas très longtemps, et le directeur qui s'occupe de ça m'a souligné que c'était malheureusement trop rare des agendas 21 complètement indépendants du pouvoir en place. Cet agenda 21 a fait des choses très classiques, des jardins partagés, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont eu un prix parce qu'ils ont créé la première AMAP bois en France, donc mettre en place des circuits courts de bois pour se chauffer. Et ils ont commandé une étude qui était très intéressante pour essayer de voir l'impact de l'agriculture biologique sur la biodiversité. Et donc, ils ont eu des aides, pas mal d'aides, et cette étude a montré l'année passée, donc c'est une étude scientifique faite par le CERN et le Muséum d'histoire naturelle, ont montré que l'impact de la biodiversité est extraordinaire sur les lépidoptères, les zootoptères, les papillons et les sauterelles. Et qu'il y a une courbe de biodiversité tout à fait étonnante par rapport à des parcelles témoins dans les villages à côté, et que, c'est une grande nouvelle, je vous l'annonce, l'agriculture biologique a un effet positif sur la biodiversité. Encore fallait-il le démontrer. En tout cas, 20 ans après, c'était le cas. Donc, tout à l'heure, quelqu'un dans son exposé a montré les 3 cercles vertueux du développement durable, l'économie, l'environnement et le social. Moi, j'aurais tendance à dire que dans le social, il ne faut pas jamais oublier l'aspect et la dimension culturelle. Moi, je mets la culture avec le social. Et si je pense qu'on a réussi à aller aussi loin dans pas mal d'axes de développement durable à Correns, c'est parce qu'on a investi dans des activités culturelles. Il y a notamment le centre des nouvelles musiques traditionnelles qui reçoit des artistes en résidence tout le long de l'année depuis 20 ans, qui viennent en résidence, qui créent de la musique et qui font un festival. Et plein d'autres associations qui jouent. Et ça, je pense que c'est important parce que ça ouvre la tête des gens et ça les rend un peu plus ouverts et plus tolérants et plus respectueux des autres. Je voudrais vous dire aussi qu'on voulait éviter de se centrer sur nous-mêmes. Et pour des raisons d'histoire personnelle, j'étais en relation avec des gens à Goma. Goma, c'est au Congo, République démocratique du Congo, à la limite du Congo et du Rwanda. Enfants soldats, femmes violées, filles mères, je vous la fais courte. Et j'ai eu l'occasion de m'y rendre plusieurs fois. Et on a créé, avec les vignerons de Correns, une école de formation à l'agriculture biologique dans ce coin-là. Vous pourriez me dire, les gars qui ont eu cette idée sont complètement fous. Les gens à Goma, 1 million d'habitants, $2 de moyenne par jour, etc. L'agriculture biologique dans ce coin-là, on pourrait passer à autre chose et plus important. Eh bien, contrairement à ce que vous croyez, c'est que l'Afrique noire est le déversoir de pesticides venant de Chine, d'Inde, de Pakistan, écrits dans des langages tout à fait inconnus. Et on a une pollution phytosanitaire
dont on paiera les conséquences à long terme tous ensemble et qui est vraiment urgent de faire. Et donc on a monté une école de formation financée par une vente aux enchères que les vignerons de Correns font chaque année de barils de vin blanc et qui finance une quarantaine de jeunes enfants soldats ou de filles mères, parce que la femme, une fois qu'elle a été violée et qu'elle est mère, elle ne compte plus dans la société, donc il fallait les réinsérer, et les réinsérer en agriculture était une bonne opération. Et donc cette opération a lieu depuis 7-8 ans pour vous montrer qu'on ne voulait pas faire ce modèle de développement uniquement centré sur notre village, mais qu'on voulait avoir une vision globale des choses. Alors, pour terminer, et pour faire référence à un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure, la première chose que je voulais vous dire, c'est que depuis une vingtaine d'années, il existe en Italie une association qui s'appelle Citadel Bio. Citadel Bio, Correns en fait partie depuis une quinzaine d'années, c'est une association qui regroupe des villes comme Turin. Il y a à peu près 300 villes, alors des grandes villes, des petits villages, et qui font tout pour favoriser le développement de l'agriculture bio chez eux, autour de chez eux, dans des territoires, etc. Vous avez la ville de Turin qui, depuis de très nombreuses années, a introduit la nourriture bio depuis très longtemps dans ses cantines. Et ce n'est pas par hasard si, lorsqu'on regarde les statistiques de la croissance de l'agriculture bio en Italie et en France, si l'agriculture biologique en Italie va beaucoup plus vite qu'en France. C'est parce que les collectivités au niveau territorial se sont donné les moyens et ont créé, vous savez, c'est une fois qu'on fait la demande, on crée les paysans qui tournent autour, autour de ces collectivités. Et l'agriculture biologique est beaucoup plus développée en Italie, grâce notamment à l'action positive de Citadel Bio. Et aujourd'hui, on s'est regroupé. Copenhague nourrit ses enfants 100% bio depuis pratiquement 30 ans. Donc aujourd'hui, ils ont sorti des études essayant de comprendre comment les parents qui ont été nourris à l'école primaire avec les bio, comment ils nourrissent leurs enfants. Entre parenthèses, ça a désespéré l'humanité, mais on y arrivera bien un jour. Donc on a créé il y a 6 mois l'association des villes européennes bio, qui a pour but de promouvoir un certain nombre de méthodologies de travail. Il y a Copenhague, il y a Turin, il y a Vienne, il y a aujourd'hui en Allemagne Düsseldorf, Nuremberg et Correns, qui est la plus importante, je vous l'octroie. Tout ça pour terminer, je vous inviterai bien au mois de mai l'année prochaine à Correns, parce qu'on va lancer les entretiens de Correns. L'idée fondamentale, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Louis Rastoin qui l'a dit tout à l'heure, le drame de nos expériences, c'est que ce sont des milliers de petites expériences et souvent, il n'y a pas de réseau entre elles. Et souvent, on n'a pas de travail d'intelligence collective ensemble parce qu'elles sont très souvent isolées, etc. L'expérience de ce matin avec les différents exposés que nous venons de voir, c'est qu'il est intéressant de les mettre en réseau. On avait essayé, à l'époque où j'étais président de la Provence Verte, on avait fait une charte des pays, un livre blanc des pays auprès de la région, parce qu'il est important de mutualiser ces expériences, etc. Et les entretiens de Correns, qui auront lieu au mois de mai l'année prochaine, ont pour but d'écouter 4 ou 5 expériences assez dans le détail, comme Copenhague, des expériences françaises, qui ont duré dans le temps, qui ont duré plus de 5-10 ans, et essayer tous ensemble, par un travail en atelier sous forme d'intelligence collective, d'essayer de voir qu'est-ce qui lie ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a de commun, quelles leçons on peut en tirer, et le lendemain, essayer d'aider un certain nombre de gens qui ont des projets avec des ateliers de travail d'intelligence collective, à ce qu'ils produisent des nouvelles voies. Parce qu'il est bien connu que le changement de nos sociétés ne viendra plus de haut, mais viendra de l'ensemble des chemins que chacun d'entre nous créerons. Et le chemin de Correns en est un parmi des milliers. Merci.